Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Encore une fois, je suis avec Charles Gave. Comme chaque semaine, on traite de l'actualité sans parler autant que possible de la maladie qui commence par la lettre C, le C-word. Comme d'habitude, je vous enjoins à vous abonner à la page évidemment YouTube, mais aussi Instagram, Twitter, etc. Tout ceci est très important. Nous avons pas mal d'actualités cette semaine, je suis content. La semaine dernière, c'était un petit peu la dèche. Mais là, il y a eu pas mal de trucs cette semaine et encore plus ces derniers jours. Même si l'émission sortira dans plusieurs jours, on s'en fiche. C'est bien aussi de revenir un petit peu sur l'actualité de ces dernières semaines pour identifier ce qui est un peu resté et ce qui n'est pas important en fait. On va commencer par l'international. De l'autre côté du Rhin, on a en Allemagne donc le nouveau chancelier qui a été confirmé, Olaf Scholz, qui forme un gouvernement multiple comme c'est assez fréquent en Allemagne, SPD, les Verts et le parti FDP. Alors, deux questions par rapport à ça. D'une manière générale, quel bilan global vous tirez de 16 ans de Merkel à la tête de l'Allemagne? Et ensuite, qu'attendre de ce nouveau chancelier, éventuellement, s'il faut en attendre quoi que ce soit? Si vous voulez, le bilan de Merkel, elle a eu une chance extraordinaire, c'est qu'elle a eu un chancelier très compétent avant elle, qui s'appelait M. Schröder, qui a fait toutes les réformes qu'il fallait faire en Allemagne, les réformes du travail, toute une série de réformes même constitutionnelles, et du coup, elle n'a eu à prendre littéralement aucune décision difficile. Et quand il fallait prendre des décisions difficiles, elle les a prises de travers, comme par exemple le nucléaire qui vient de fermer définitivement en Allemagne, ce qui correspond à peu près, ils ont fermé une capacité qui correspond à peu près à la consommation du Danemark chaque année, nucléaire. Donc ils ont fermé un machin qui était complètement écolo, si j'ose dire, qui faisait aucun CO2, si c'est ça le problème, pour le remplacer par des tas de choses qui vont faire plein de CO2, oui, notamment du gaz ou du charbon. C'est ça. Donc, moi personnellement, sous les 16 ans de Merkel, ce qu'il faut dire, c'est que l'Europe, qui était, au moment où elle est arrivée, au début des années 2000, à peu près raisonnable, est devenue un champ de ruines. Aucun des traités n'a été respecté. Ça, elle arrive un petit peu au début de l'euro, tout ça, elle arrive en 2005 en fait. Elle arrive en 2005, il n'y a pas grand-chose à faire, et elle a permis à l'euro de survivre en autorisant la mort, l'exécution par les Français et les Américains de la Bundesbank, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les épargnants européens sont en train d'être ruinés puisqu'ils n'ont plus d'endroit où mettre leur argent dans lequel ils aient confiance. Je signale que les taux d'intérêt en Allemagne, en termes réels, c'est-à-dire déduction de fait de l'inflation, sont à près de -5, ce qui veut dire que l'épargnant allemand perd 5% de son capital, a perdu 5% de son capital l'an dernier, sans rien toucher en échange. Dans les 60 années qui avaient précédé Mme Merkel, jamais ça n'était devenu négatif. D'accord. Pour ainsi dire, jamais ça n'était tombé en dessous de +2. Donc elle a foutu en l'air la monnaie allemande, elle a foutu en l'air l'instrument qui permettait au monde d'être raisonnable, qui était la Bundesbank, elle a foutu en l'air son énergie nucléaire. L'Europe, à cause d'elle, est devenue un champ de bataille où rien de bon ne peut se passer, on est en train de s'écrouler. Donc je crois que vraiment, Mme Merkel, ça a été un désastre total. D'accord, c'est très intéressant que vous me disiez ça parce que Merkel, c'est un peu l'exemple parfait de la bonne petite social-démocratie, de la bonne petite gestion du pays et en fait, là, ce que vous me dites, c'est que c'est un désastre. C'était un désastre effrayant. Elle n'a eu aucune vision. C'est-à-dire que, je dis toujours en plaisantant un peu, mais pas tellement, le problème des Allemands, comme le disait Kissinger, c'est qu'ils sont trop grands pour l'Europe et trop petits pour le monde. Il voulait dire par là que quand ils ont la domination en Europe, ce qui leur est arrivé plusieurs fois dans leur histoire, quelque part, ils ne savent pas quoi en faire. Ils cherchent, et quelque part, le drame de l'Allemagne, c'est que sans doute, c'est un pays romantique qui cherche la puissance, qui cherche une espèce d'aventure wagnérienne. Ouais. Et puis, donc, ils sont toujours très bons dans l'exécution de leurs projets romantiques,
mais leur projet romantique peut être complètement farfelu, et à ce moment-là, ça nous amène à un désastre total, comme on l'a vu dans les années 30. Donc, l'Allemagne m'a toujours inquiété parce que c'est un pays romantique. Et là, Madame Merkel est partie sur une espèce de rêve romantique d'amitié entre les peuples. C'était la fille d'un pasteur allemand qui avait quitté l'Allemagne de l'Ouest pour aller en Allemagne de l'Est, c'est donc vous dire un peu l'Ouest pour aller à l'Est, le genre de personne que ça devait être. Il devait trouver que la société d'Allemagne de l'Est était plus juste, ou j'en sais rien. Et donc, pour moi, l'Allemagne s'est perdue dans un rêve brumeux tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et le prix à payer pour les autres et pour l'Allemagne elle-même sera gigantesque. Moi aussi, j'ai l'impression un petit peu que c'est un pays étrange, l'Allemagne, qui, quel que soit son désir politique, va extrêmement loin dedans. C'est ça, il ne s'arrête pas. Ça peut être donc le nazisme dans les années 30-40, et là, aujourd'hui, c'est la social-démocratie. Et, quel que soit le projet, on va vraiment à fond dedans, quoi. À fond dedans, il n'y a pas de... On n'y est pas dans la demi-mesure, quoi. Non. Et alors, qu'est-ce qu'il faut attendre, s'il faut attendre quelque chose de ce nouveau chancelier? Ce nouveau chancelier, il va avoir à ramasser les ordures, si j'ose dire, parce qu'il y en a des choses à traiter en Allemagne. Ils n'ont pas de... Et la chose la plus extraordinaire, c'est la consommation d'énergie. Parce que si vous faites vos sommes pour l'Allemagne aujourd'hui, vous vous rendez compte que, en ayant fermé les centrales nucléaires, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on va vers une pénurie d'énergie considérable en Allemagne. Et ça veut dire que les Allemands sont complètement dans les mains des Russes avec le gaz. Ou alors qu'ils vont remettre en route leur centrale à charbon. C'est ça. Et donc, on est dans un monde de fous où ils sont allés vers le désir d'une économie propre, et ils vont arriver exactement au résultat inverse. Oui, d'ailleurs, cette demande de réduction du nucléaire qui a mené à la réouverture de certaines centrales à charbon, c'était une demande justement des Verts, qui sont en partie dans le gouvernement Absolument. actuel. Et comme je l'ai souvent dit ici, comme l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée, s'il y a moins d'énergie et qu'elle est plus chère, ça va être un peu difficile. Ouais. Et puis il y a la deuxième chose, c'est quand vous regardez les exportations allemandes, je n'ai pas vérifié depuis quelques temps, mais c'est entre 50 et 60% de matériel de transport, c'est-à-dire des bagnoles, des camions, etc. Bon, si on doit passer au système électrique et tout, ça veut dire que toute l'industrie allemande qui était faite sur le moteur à combustion, où ils étaient dominants technologiquement dans le monde, ils ne sont pas dominants ni dans les batteries, ni dans les moteurs électriques. Donc ils n'ont plus d'avantages comparatifs. D'accord. Ouais. Ils ont foutu leur avantage comparatif qui venait soit du nucléaire, soit des bagnoles. Ils l'envoient par-dessus les moulins. C'est très curieux. Encore une fois, c'est le suicide de l'Allemagne. Écoutez, on va voir ce que ça donne dans 10-15 ans. Effectivement, je suis plutôt d'accord. Je sais pas si je le verrai. Hein. Ouais, j'espère que je serai là. Mais vous avez une bonne chance. Moi, il y a relativement statistiquement, vous avez du... Statistiquement, oui. Après, on verra. Mais oui, moi, je suis plutôt d'accord avec le bilan que c'est un bilan absolument catastrophique. Ouais. Moi, à chaque fois, ça m'énerve parce qu'il y en a plein des bons petits pères de famille de 55 ans qui disent « Oh, Merkel, elle est fantastique ». Non. On aurait dû avoir une Merkel. Ouais. Sans doute. Mon vieux. Pour moi, un des dirigeants qu'on a eu en France qui ressemble le plus à Merkel, c'est Macron. Il y a Macron ou il y a Hollande, cette espèce de flambie. Aussi, oui, tout à fait. Capacité d'absorption énorme. Alors, deuxième info, crédité à 3% dans un sondage ELAB datant avant-hier, au moment où on tourne cette émission. Anne Hidalgo proposait hier soir aux 20h de TF1 une primaire à gauche. Et elle assume soutenir Mélenchon dans la perspective où il gagnerait. Donc là, on a un double standard. À gauche, il est permis, quand on est de gauche modérée, de soutenir la gauche plus extrême, alors qu'à droite, c'est interdit. Il faut garder le cordon sanitaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est pour nous protéger contre le danger nazi. Oui, évidemment. Et que les nazis, c'était des socialistes. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est national-socialiste. Tout à fait. Donc, je trouve ça assez curieux que
Je sais pas, c'est... Pour moi, ça me laisse complètement pantois, cette histoire de dire que des gens qui ont fait 100 millions de morts, les communistes, avec le soutien actif de M. Mélenchon toute sa carrière et toute sa vie, puisqu'il a toujours adoré Fidel Castro, les gars vénézuélois, tout ce que vous voulez, que ces 100 millions de morts ne soient pas comptés. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait un devoir de mémoire pour toutes les victimes des nazis, et Dieu sait que c'est nécessaire, mais il n'y a pas un devoir de mémoire pour les 100 millions de morts des communistes, hein, on n'en parle pas. C'est quand même... Pourquoi Non, ce qui compte, ce n'est pas le crime, c'est au nom de quoi il est effectué. Donc, si on a des bonnes intentions, on peut tuer les gens, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Mais ça, c'est toute la gauche, elle a toujours fait ça. D'ailleurs, je sais plus... Mélenchon adore Robespierre, par exemple. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, il faudrait lui rappeler aussi que Robespierre tenait énormément à la nation, ce genre de choses aussi, qui sont un peu contradictoires avec son discours plus actuel. Mais donc voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire cette histoire parce que effectivement Hidalgo est donc crédité à 3%, donc elle est plus proche des Poutou, Roussel, etc. que maintenant Mélenchon ou même Jadot. D'ailleurs Jadot a répondu à cette demande en disant qu'il ne se soumettrait absolument pas à une primaire de gauche. Moi quelque part ça me rassure parce que j'adore voir toutes ces petites candidatures éparpillées en dessous des 10%. Vraiment j'adore ça. Et surtout, ça va coûter un maximum au parti de gauche, parce que si les socialistes s'engagent et qu'ils font 3%, ils vont devoir débourser entre 7 et 8 millions d'euros, ce qui va être dur, quoi. Tout à fait, Madame Hidalgo pourra les emprunter sur le compte de Paris, j'imagine. Mais enfin. Oui, bah ça, au moins, on n'est plus à ça près, je pense, dans la dette de la mairie de Paris. Mais effectivement, les gens doivent savoir qu'en dessous du seuil des 5%, il y a un remboursement de l'État qui n'est plus comptabilisé. Et du coup, c'est extrêmement dangereux pour Hidalgo de se présenter avec le PS avec potentiellement un score inférieur à 5%. Ils n'ont plus de siège social à vendre. Ils n'ont plus de siège social à vendre. Donc là, ça va vraiment être compliqué. Il va falloir aller chercher dans les couteaux et les fourchettes des anciens dignitaires du parti pour assumer la dette, quoi. Donc voilà, c'était l'info quasi anecdotique, alors que je veux dire, on a le candidat, en l'occurrence la candidate du Parti Socialiste, quoi, le deuxième plus grand parti de la Ve République, qui propose de faire une primaire ouverte à gauche, et en fait tout le monde s'en fout. Donc voilà, c'est rigolo. Alors, dans la continuité de ce qu'on évoquait la semaine dernière, donc cette fois-ci plus à droite, même si pas tout à fait, Pécresse gagne le congrès des Républicains. Alors, moi je me pose la question, est-ce que c'est une menace pour Macron? Est-ce que c'est une menace pour la droite, en fait, Valérie Pécresse? Oui. Je crois qu'elle était énarque aussi, non? Je ne sais plus, il faudrait vérifier. Il me semble, je suis pas sûr. C'est probable, oui. C'est probable, je crois qu'elle était énarque. Bon, donc si je comprends bien, comme l'énarque Hollande a complètement raté, que l'énarque Chirac avait été un désastre, que l'énarque Macron a été un désastre, on va essayer de mettre un autre énarque. Oui. Et sans vouloir faire peine aux gens, ça change rien. Non, ça change rien. Alors, il est possible qu'elle batte Macron, mais le fait de battre Macron ne change rien, puisque c'est toujours le même groupe qui sera au pouvoir. Donc c'est encore un jeu d'ombre qu'on nous fait. Vous savez, c'est le bonneteau, vous savez où elle est la cacahuète quand vous bougez les... Et vous pensez que vous avez mis la cacahuète ailleurs, vous avez un résultat différent. Mais non, c'est toujours... Donc maintenant la cacahuète s'appelle Madame Pécresse, mais elle n'a aucun intérêt. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Elle a eu que des revirements dans toute sa vie politique. Et elle revirait quand il fallait, elle disait toujours dégage à la gauche. Elle allait à toute allure, sauf... Quand il y a eu la montée de Zemmour, là, elle s'était découvert d'un seul coup une haine torride de l'immigration, par exemple. Enfin, pour moi, ça n'a... Madame Pécresse, c'est encore une fois la candidate du vide. Tout à fait. Et il y a des gens qui sont un petit peu intelligents, qui vont nous dire oui, mais ce qu'il faut regarder, c'est les programmes. Je veux bien dire aux gens, je m'en fous
du programme de Pécresse. Il faut être clair là-dessus. Elle propose, par exemple sur l'immigration, elle veut faire un petit peu la formule sarkozienne avec le Karcher. Elle dit la place d'un clandestin, c'est dans un avion charter. Alors il faut bien comprendre que suite à des législations européennes, on ne peut mettre qu'un clandestin dans un avion. Donc, quel que soit le programme de Valérie Pécresse, elle propose ces avions charter. Hein. Si elle arrive au pouvoir, je peux vous garantir que pendant 5 ans, nous n'aurons aucun avion charter parce qu'elle dira voilà, c'est ça qu'il faut. Et puis elle aura un petit conseiller pareil énarque très intelligent à côté d'elle pour lui dire ah non mais en fait c'est pas en accord avec la législation européenne, du coup on peut pas. Et elle dira on peut pas. Ce qu'on devrait faire, c'est faire un avion charter et mettre tous les gars qui ont fait l'ENA dedans pour les envoyer au Mali. Oui, il faut pas oublier, bien. Parce qu'il y a vraiment un culte de l'énarque en France. Ça fait 50 ans qu'on est gouverné par des énarques, pas forcément directement à l'Élysée, mais dans tous les conseils. Regardez par exemple, la réforme des hôpitaux a été faite par des énarques, on en voit le succès tous les jours. À tous les plus hauts niveaux de l'État, on a des énarques partout, et ça fait 50 ans que la France n'a jamais été aussi mal dirigée. Je voudrais qu'elle continue à baisser. C'est ça. On est à chaque fois sur une pente descendante. Peut-être que les énarques, à la limite, dans les années 70, pouvaient avoir une certaine valeur, mais enfin, au moins intellectuelle. Mais là, on tombe vraiment de plus en plus bas, quoi. C'est horrible. Donc, c'est-à-dire que la fonction administrative, comme j'ai souvent expliqué ici, depuis Giscard d'Estaing, a pris le contrôle de la fonction politique. C'est pas leur métier. Les énarques, leur métier, c'est d'être des administrateurs de l'État, c'est-à-dire de faire tourner la boutique. Mais les décisions sur la façon dont l'État doit marcher, la direction dans laquelle il est allé, ça n'est pas de leur ressort. C'est du politique. Donc on n'a plus de politique en France. Le drame de la France, c'est que nous n'avons plus de politique. Nous avons une administration qui a capturé le politique. Absolument. On est passé de la grande politique, des grandes décisions, etc., à l'administration des petites choses. Et on a le chef de l'État qui se demande quel pourcentage on va mettre à chaque fois dans l'assurance chômage, etc. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle des petits énarques qui regardent les petits chiffres et qui vivent dans des tableurs Excel. Leur but, leur rôle, normalement, c'est pas de diriger le pays et encore moins la France. Ils sont bien incapables. Non, donc ça m'énerve. Donc je vous le donne en mille. Il y en a probablement quelques-uns qui aiment bien Pécresse dans ceux qui regardent nos vidéos. Je peux vous dire, je peux vous promettre, la seule chose qu'on aura avec Pécresse pendant 5 ans, c'est l'obligation vaccinale et l'abaissement de l'âge de la retraite. Ça, c'est le seul truc. L'augmentation de l'âge de la retraite. Donc ça, c'est les deux choses sur lesquelles on pourra compter éventuellement. Mais tout le reste, vous pouvez dire. Alors, autre info de la semaine, on a un nageur transgenre, donc homme devenu femme, qui a éclaté des records donc en natation féminine. Alors moi je voulais vous demander, parce que j'ai pas eu trop le temps de voir ces dernières années ce truc arriver au plus haut sommet des administrations sportives. Comment on en est arrivé là, quoi? J'ai écrit un papier sur l'Institut des Libertés il y a à peu près 3-4 ans, je pense, où je disais on est en train de vivre un monde de fous, parce que quelqu'un qui est né homme physiquement, hein, et bon, il peut décider de changer, mais celui qui est né physiquement, il a une force dans le buste qui est à peu près 3 fois celle d'une femme. Donc, dans tous les sports, depuis la nuit des temps, depuis que les femmes font du sport au moins, il y a toujours eu des compétitions féminines et des compétitions masculines. Donc, si un type se déclare être une femme, il n'y aura plus une seule femme qui a aucune chance de participer à un niveau élevé dans son sport. Je vous donne un exemple idiot, mais qui est un exemple personnel qui remonte à 50 ans. Je jouais au tennis quand j'étais jeune, j'étais en seconde série, j'étais classé 0, ce qui était un bon classement, enfin un classement honorable. Et l'un de mes amis à Toulouse avait épousé une fille qui était dans les 10 premières, qui était une Suisse, qui était dans les 10 premières joueuses de tennis mondial. Donc, elle était dans les 10 premières joueuses de tennis mondial, et moi j'étais un bon joueur de seconde série, vous voyez ce que je veux dire, un type qui touchait la raquette, mais enfin qui n'était pas
Et ben je lui mettais 6-3, 6-3. Je la battais à chaque fois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est profondément injuste. Bien sûr. En natation, en lutte, en lancer du poids, etc. Mais c'est complètement débile. Le plus tragique, c'est que c'est fait au nom du féminisme et de l'égalité entre les sexes, quoi. Mais c'est pas ça, c'est fait au nom du droit pour un homme, pour quelqu'un qui est né homme, de se prétendre femme. Ouais. Mais c'est pas fait au nom de l'égalité. C'est fait au nom du droit qu'aurait ce gars de dire qu'il est une femme. Oui. Mais malheureusement, il ne l'est pas, quoi. Enfin, physiquement, il ne l'est pas. Biologiquement, oui. Biologiquement, par exemple, ça paraît idiot, mais il ne peut pas porter un bébé. Enfin, s'il peut le porter sur le bras. Ouais. Comme je le faisais avec mes enfants, j'avais toujours l'épaule gauche un peu salie, parce qu'ils me bavaient dessus. Mais c'est donc un mensonge. C'est-à-dire on est au-delà du mensonge, on est à un moment où on refuse la réalité. Ouais. Moi, je trouve que c'est assez représentatif d'un mouvement d'une gauche moderne qui, pendant assez longtemps quand même, a revendiqué la science pour combattre certaines oppressions réelles ou supposées, comme la religion, etc. Et aujourd'hui, elle se retrouve complètement opposée à la science. La gauche aujourd'hui est anti-science. On en parlait tout à l'heure sur le nucléaire, elle ne veut pas avoir la réalité du nucléaire, elle ne veut pas avoir la réalité de la biologie, tout ça lui fait peur parce qu'elle veut vivre dans un monde relatif où si on décide qu'une chose A est en fait B, eh ben c'est comme ça. Et si moi je décide d'être une chèvre ou un tractopelle, je le suis. Ce qui est terrible, c'est qu'autrefois, si vous voulez, quand un gars disait en public qu'il était Napoléon, on lui disait « mais bien sûr mon grand » et on allait l'enfermer. Aujourd'hui, le type décide « bah non, je suis une femme ». Et on l'enferme pas, on lui dit « mais oui mon grand, t'es une femme ». Et en plus de ça, les standards d'acceptation, que ce soit au niveau civil, etc., et maintenant sportif, pour dire à quel moment on reconnaît qu'un transgenre est un transgenre. Ils sont parfaitement... Ces standards sont en constant abaissement, c'est-à-dire que on a quand même depuis quelques années accepté certains changements, mais à partir du moment où il y avait une transformation de la chirurgie et tout, à un niveau vraiment très élevé, une transformation des organes génitaux, etc. Là, ça devient encore plus grave, c'est aux États-Unis et au Canada. Il y a des parents qui disent que leurs enfants, qui auraient 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ont décidé que non, ils ne voulaient pas être garçons, ils voulaient être une fille ou n'importe quoi. Donc on leur donne des pilules à ces gamins qui ont 3 ans, qui ont 5 ans, qui ont 7 ans, des pilules pour les empêcher d'avoir leur puberté, pour les transformer. Et ça, c'est une abomination, parce que vous transformez ces êtres, et il y a un nombre de suicides considérable après. Donc, et il y a même des affaires où, par exemple, des pères de famille ont refusé ça sur leurs enfants, on les a mis en tôle. Et on les a mis en tôle, quoi. On les a mis en tôle. C'est eux les criminels, c'est eux qui sont contre la bonne tenue de la société, quoi. Donc c'est un vrai problème, parce que du coup, ça permet toutes les opérations chimiques sur les garçons et les filles, les petits, les enfants qui ne sont pas en état de prendre une décision. Bien sûr, mais c'est normal qu'à 5 ans on veuille devenir autre chose. Moi, si à 5 ans on m'avait dit tiens, tu veux prendre des pilules pour devenir un T-Rex, je les aurais prises, quoi. Ah oui, c'est bon, ça, le T-Rex à tous les coups, là. Oui, moi j'étais très fan des dinosaures, j'aurais voulu en devenir un à cet âge-là. Oui, mais là vous devriez aller dans la politique française, là vous en rencontreriez plein, des dinosaures. Oui, ouais. Absolument, même si ça tombe un petit peu de plus en plus. Oui. Donc voilà, on a. Je poursuis un truc que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des standards d'acceptation qui baissent et que maintenant il suffit, pour être reconnu comme de l'autre sexe, d'être uniquement sur le registre déclaratif dans certaines situations. C'est-à-dire un homme le lundi, une femme le mardi, vous ne savez pas le jeudi. Exactement. Je peux arriver, moi, si je vais à un meeting du Parti communiste ou je ne sais quoi et qu'il y a des toilettes hommes-femmes, je peux tout à fait dire que je m'identifie comme femme ou comme je ne sais quoi d'autre, tout en gardant mon apparence physique totalement masculine. Il va y avoir des cris quand vous rentrerez dans les cagouins des dames. Oui, sauf que je leur dirais que c'est parfaitement oppressif et très vexant pour mon identité de genre qui se distingue de... Peut-être éventuellement, on verra.
Enfin, maintenant, il y a des femmes à barbe, donc aussi, Ouais. il y a d'autres phénomènes. Alors, on a une autre question cette semaine qui est une question pas vraiment, enfin, qui s'inscrit dans l'actualité, mais qui est quand même plus large. C'est cette fameuse règle des parrainages. Donc, je répète la règle, il faut 500 parrainages déclarés au Conseil constitutionnel cette année. Et il faut qu'il soit rendu le 30 janvier 2022 pour être validé donc, par le Conseil constitutionnel et être officiellement reconnu par les institutions comme candidat à l'élection présidentielle. Il y a certaines règles en plus qui ont changé depuis quelques années concernant ces parrainages. Par exemple, le fait que la liste des parrains soit publique. C'est une honte, ça. Ce qui est un gros problème démocratique parce que ça ne vous pose aucun problème de donner une signature pour Emmanuel Macron. En revanche, ça pose des problèmes pour les candidatures un petit peu plus radicales, que ce soit à gauche comme à droite, mais surtout à droite. Et ensuite, ça peut créer des problèmes. Par exemple, si vous avez donné un parrainage au mauvais candidat et qu'ensuite c'est son opposant qui accède à la présidence de la République, bah peut-être que votre allocation que vous vouliez pour faire par exemple une rénovation de la piscine municipale, et ben vous l'aurez pas. Du coup, c'est une prise de Je suis risque sûr énorme. qu'il y a des listes qui doivent être tenues chez les candidats, des gars qui ont refusé de donner leur parrainage. Carrément, c'est sûr. Donc ceux-là, à mon avis, ils vont avoir des après-élections difficiles. C'est sûr, c'est une prise de risque énorme qu'on fait peser sur les maires, et pas que sur les maires, c'est sur tout élu. Donc il y a 42 000 personnes qui peuvent donner leur Je trouve que cette parrainage. histoire de forcer le gars à déclarer sa signature va contre toute notre tradition républicaine, qui est que le vote doit être secret. Bien sûr, moi je trouve ça parfaitement incohérent. Le vote, pour tout citoyen, il est dans l'isoloir. Je trouve que pour tout élu aussi, il est dans Il l'isoloir. a le droit Ça d'avoir devrait ses être opinions pareil. sans avoir à les déclarer en public. Bien sûr. Donc c'est vraiment, on sent que c'est une volonté du système pour éviter toute candidature Marginal. marginale ou populiste qui C'est ce qu'on pourrait appelle faire en trembler. anglais name and shame, c'est-à-dire on nomme et on fait honte. Ouais. Comment vous avez donné votre candidature à Madame Le Pen? Et donc il y a 3 candidats qui déclarent aujourd'hui avoir des difficultés à avoir 500 parrainages, sachant que en plus il vaut mieux plutôt en avoir entre 650 et 800 parce qu'à l'heure actuelle on a non pas des parrainages mais des promesses de parrainage et donc il faut qu'elles soient tenues. Donc 500 parrainages tout court c'est pas suffisant. Et donc Zemmour, Mélenchon et Marine Le Pen disent avoir des problèmes pour récolter des parrainages. Notamment pour Zemmour, ses équipes disent qu'ils en sont à environ 270 parrainages. Ça me semble un petit peu short pour parvenir aux 500 avant le 30 janvier. Ben, ça va être intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a nommé donc, le général de la Chesnée comme chef de sa campagne, directeur de campagne, et que, bon, d'abord c'est un homme qui sait organiser les gens et qui sait les faire obéir. Et deuxièmement, j'ai pas de statistiques, mais j'imagine que il devait y avoir 20% des conseillers municipaux, maires, députés ou qui sont des anciens de l'armée, non? Parce qu'ils ont le goût du service, ces gars-là. Bah écoutez, en tout cas je ne peux que l'espérer pour... Et donc pour à ces ce moment-là, parrainages. si le général de la Chesnée donne un petit coup de téléphone, on tient un ancien chef d'état-major des armées, au type qui a été capitaine et qui est maintenant un conseiller municipal à Albi, peut-être ça aidera un peu, je sais pas, j'espère. Il faudrait, en tout cas, c'est vrai que ce serait... je trouve que sur le plan démocratique, ce serait extrêmement critiquable que des aussi gros candidats, parce qu'à la limite, si on a des petits candidats qui font 0,25% des voix, Si qui le poteau y représentent pas arrivera, grand on s'en remettra. bon voilà, ça on s'en remettra. Mais ce qui est tragique, c'est que limite, il vaut mieux avoir un tout petit parti comme l'UDI par exemple, qui représente absolument rien dans la population, mais qui a énormément de petits conseillers municipaux, départementaux un peu partout pour avoir des signatures, plutôt que être un mouvement massif comme par exemple le Rassemblement national, mais avoir très peu d'élus. Et donc on pose le problème de la représentativité et donc de la légitimité. C'est un vrai problème. Absolument. Donc voilà, je pense qu'il faut faire quelque chose avec cette règle. Peut-être soit baisser le nombre de parrainages nécessaires, soit arrêter de rendre les... Rendre à nouveau ça anonyme. Ouais,
C'est grâce à ça que Secret. Jean-Marie Le Pen a pu faire des élections pendant des années, parce que sinon, je pense qu'avec cette règle, c'était absolument... Il avait aucune chance. Il avait aucune chance. Donc voilà, sur la question des parrainages qui me semblait un petit peu essentielle avec en perspective le mois de janvier. Autre info de la semaine, le meeting de Zemmour à Villepinte et la publication du nom du parti, donc Reconquête. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce lancement de campagne ? La Reconquistada, c'est amusant parce que la Reconquistada, pour ceux qui connaissent un peu leur histoire, donc l'Espagne avait été prise par les Maures, enfin les Mahométans, enfin les musulmans, comme vous voulez. Sauf qu'il y avait une petite partie de l'Espagne qui était les monts de l'Europe, qui est entre l'Espagne et le Portugal, les montagnes qui sont là. Et c'est de là d'où est partie la Reconquistada. Donc, Zemmour, une fois de plus, s'inscrit complètement dans une perspective historique. Notre pays est en voie d'être conquis, il est temps de bouter les ennemis hors de France. Ça rend tout le monde absolument fou, cette expression. Montjoie et Saint-Denis, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. On revient à des vieilles... il s'est passé quelque chose à Poitiers dans les années 700 aussi. C'est ça. Donc, il fait appel à un imaginaire commun qui est assez clair. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de longues explications. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans ce qui concerne la campagne de Zemmour, tout ce qui est amener des foules, les faire participer, ça, ils font très bien. J'aimerais être aussi certain que l'organisation derrière suit, mais ça, on le verra. Peut-être le général de la Chesnée va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, quoi. J'espère en tout cas que ce sera opérationnel. On a une autre info aussi, et ça c'est une info plutôt interne. J'ai vu ça cette semaine, vous avez lancé un nouveau petit média qui s'appelle le nouveaujournal.fr. Le Nouveau Journal. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est le Nouveau Journal ? Alors, le Nouveau Journal, c'est une tentative... dans le fond, les gens passent beaucoup de temps dans les transports en commun, à perdre leur temps. Ils sont souvent sur leur téléphone et ils regardent des bêtises. Donc là, on essaye de monter avec une série de journalistes chevronnés. Ça a été mené par un journaliste qui s'appelle Éric Le Serle, qui a une très belle carrière derrière lui, qui est aussi le rédacteur en chef de Transition et Technologie et Énergie, vous savez. Ah oui, d'accord, oui. C'est lui qui a monté ça. Et l'idée, c'est que les gens aillent sur leur téléphone, tapent le nouveaujournal.fr en un seul mot, et ils ont accès à toute une série d'informations qui déroulent comme ça. Puis toutes les 5 ou 10 informations, il y a une petite truc assez marrant, une petite vidéo, si vous voulez, on explique que, par exemple, la voiture française paye à l'État quelque chose comme 80 milliards d'euros par an, donc c'est la vache à lait de l'État, ce qui n'est pas rien, quoi. Donc on explique à quel point le conducteur est la vache à lait, quoi. Donc on fait une petite émission comme ça, ou bien on montre tous les candidats pour l'élection présidentielle qui sont tous à colomber les 2 églises, et en train de mettre des gerbes sur la tombe du général dont il disait pique-pendre il y a quelques années, mais enfin ça c'est autre chose. Et ils les ont tous collés avec des uniformes de général, si vous voulez, et des képis qui sont trop grands pour eux, qui leur tombent aussi, ou qui sont trop hauts, vous savez, c'est assez gai, voulez-vous. Oui, donc c'est à la fois très instructif, et on va chercher tous les articles en français, que ce soit des journaux canadiens, suisses, allemands, enfin n'importe, pourvu qu'ils écrivent en français. Il y a à peu près un article sur 10 qui est en anglais, mais il y a un petit drapeau anglais à côté si vous lisez l'anglais. Et comme ça, la personne peut regarder, ça se défile par thème, c'est-à-dire que vous aurez Zemmour, vous aurez Macron, vous aurez campagne présidentielle, vous aurez diplomatie, vous aurez sport, donc vous défilez, puis ensuite vous regardez, puis s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous lisez l'article. Ouais. Donc c'est une façon de faire une revue de presse où on met tout à la disposition des gens, et c'est eux ensuite qui se font ce qu'ils lisent. Ouais, non, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça sympa. C'est facile d'utilisation. Ouais, c'est très facile d'utilisation. On tombe sur des articles intéressants qu'on n'aurait pas forcément vus si on n'était pas allé dessus. Voilà, donc l'idée, c'est fait par les grands groupes comme Google, etc., mais c'est fait avec des algorithmes qui interdisent certains mots. Ah oui. Donc, par exemple, vous mettez Covid, crac, vous passez pas, vous voyez ce que je veux dire. Tandis que là, c'est fait par des hommes, et il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas d'interdit, donc toutes les informations, même celles qu'on n'aime pas, passent. D'accord. C'est un machin qui est fait pour essayer de donner une information sans a priori, à l'époque où je lisais les journaux, ce que je ne fais plus parce qu'ils me barbent, mais ce qui m'intéressait dans le journal, c'était le truc auquel je ne m'attendais pas
par lequel je ne m'attendais pas à être intéressé. Vous voyez, je trouvais un truc sur... par exemple, je lisais très souvent des trucs d'astronomie, hein, auxquels je ne comprenais rien, mais ça m'intéressait. Ouais. Donc, si vous ne savez pas ce qui va vous intéresser. Et donc, si vous lisez que des choses dont vous savez à l'avance que ça va vous intéresser, ça vous appauvrit. Tandis que là, ça vous offre une espèce de tas de trucs. Bon, il y a People aussi, donc si vous voulez savoir ce qui arrive à la femme de William ou n'importe quoi en Angleterre, c'est important. Vous aurez des informations dessus aussi. D'accord, ok. Bah écoutez, j'espère que ça va percer, que beaucoup de gens vont aller dessus, parce que moi je trouvais ça assez sympa. Ouais. Le nouveau journal, ben vous êtes dans le métro, n'importe quoi, vous regardez ça, vous tournez, ben, comme ça vous ne mourrez pas idiot, quoi. Vous avez eu les informations de la journée. C'est ça. Bon bah écoutez, ça faisait déjà pas mal d'infos, on est à 35 minutes là, donc bah moi j'en ai terminé avec mes questions pour cette semaine. Moi aussi, j'aime beaucoup ces réunions qu'on a une fois par semaine pour faire un petit retour d'actualité. Le truc important dans toute cette actualité, c'est que finalement, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'il y a 3 mois, quoi. À un moment, j'ai cru qu'il se passait quelque chose, mais j'en suis moins sûr aujourd'hui. On n'est pas beaucoup plus avancé qu'autrement, et que ma terreur, ce serait qu'on ait Macron et Pécresse au 2e tour. Ouais. Et ce qui se passera, c'est qu'il y aura 35% des Français qui ont voté. C'est-à-dire que celui qui sera élu sera complètement illégitime. Et ça, c'est un drame. Ouais. Bah après, ça ressemble, je trouve, de plus en plus à une fin de régime. On avait déjà, pendant assez longtemps, une espèce de fausse opposition entre centre-gauche et centre-droit. Là, on a une opposition entre centre et centre-droit. Alors, c'est encore plus restreint. Bon, après, là, à l'heure où on parle, on a forcément des sondages qui viennent de donner Pécresse très haute parce qu'elle vient de gagner le Congrès. Faut pas oublier que dans un sondage qui sort juste après la victoire de Benoît Hamon à la primaire socialiste en début 2017, en janvier 2017, il y a un sondage qui le donne à 18%. Donc après, il a bien baissé jusqu'à 6%, donc on verra ce que Pécresse fait, parce qu'elle a quand même pas un charisme de fou. Donc, et puis elle a 40% des gens qui vont voter Ciotti, donc ils vont certainement pas voter pour elle. Bah, je pense qu'il y a une partie qui a quand même, c'est ce que je me tue à essayer de comprendre, parce que vraiment je ne comprends pas, mais il y a une grosse partie de la bourgeoisie de droite LR qui est bornée, donc même si Valérie Pécresse les insulte carrément, elle a quand même l'étiquette LR, donc il faudra aller voter pour elle, quoi. J'ai du mal à comprendre, mais enfin, j'espère qu'il y aura quand même un report de voix peut-être sur Zemmour ou au moins sur Marine Le Pen. Enfin bref, je crains, et comme vous, qu'on ait un second tour Macron-Pécresse, ce qui m'attristerait énormément. Ben écoutez, merci beaucoup, et ben on a encore du travail. Hein. On a beaucoup de travail, énormément de travail, et ça va encore probablement... Il est jeune, lui, mais moi, ça fait 50 ans que je bosse. Et les choses ne se sont pas tellement améliorées depuis 50 ans. Depuis Giscard, ça n'est allé que de mal en pis, quoi. Ouais, et moi aussi, je vais peut-être devoir bosser pendant 50, 60 ans pour essayer d'améliorer les choses. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est vrai. Donc, bon courage mon garçon, mais moi, j'en reprendrai pas pour 50 ans. Ouais, non, ça je sais. Bon bah écoutez, on en a terminé avec cette vidéo, donc comme d'habitude on était très content de la faire avec Charles. Je vous enjoins comme d'habitude, allez mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, donner votre avis. Parler de mes chaussettes. Voilà, parler des chaussettes de Charles, parce que ça aussi c'est un sujet très, très important qu'on manque souvent d'évoquer. Voilà, allez vous abonner à la page Instagram, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.